Bonjour à tous, bienvenue pour ce Talkige numéro 5. Déjà un Talkige consacré aujourd'hui aux jeux vidéo. Bonjour à Siegfried qui fait partie de la petite bande habituelle, à Cécile Salut. qui vous avez déjà vu. Bonjour à nos invités du jour, à Hip, joueur professionnel e-sport ou ancien joueur, mais on va revenir avec toi très rapidement sur ton parcours, à Yann qui est psy et geek, Yann Leroux, et à Delphine Montefovio qui est en charge de la communication, du marketing et de plein de choses pour la chaîne de franchisé Gamecash, et à Rémi qui nous vient d'Étampes et qui aura le privilège aujourd'hui d'animer la chronique du promeneur du net. Un petit rappel du sondage du jour, tout simplement, pour participer, bicast.live, code session Talkige, c'est écrit juste en bas dans la petite barre. La question du jour, c'est est-ce que ça vous fait rêver tout simplement de travailler dans l'univers du jeu vidéo, puisque ce sera quand même la question quand jouer devient notre travail. Donc on fera un débat en 3 temps avec nos 3 invités. Vous pouvez poser vos questions en direct, en commentaire ou autre. Si vous avez des questions pour Hip, il ne va pas rester très longtemps avec nous parce que le devoir va l'appeler très très vite et il a une partie d'ici une petite vingtaine de minutes. On le remercie déjà d'avoir pris du temps pour participer à notre débat que je vais lancer sans plus attendre. Mais pour animer l'émission aujourd'hui et ce débat, j'avais besoin d'un spécialiste jeux vidéo, et c'est Pierre, un autre Pierre que l'habituel. On lui souhaite un prompt rétablissement à Pierre. Pierre Catou, qui nous vient de Toulouse et du Centre régional information jeunesse Occitanie. Bonjour Pierre. Salut, merci de m'inviter et merci et bonjour à tout le monde. Eh bien, sans plus tarder, on va poser quelques questions à Hip sur ton parcours. Tu es aujourd'hui ancien joueur professionnel d'Overwatch. Il y a quelques jours, tu as annoncé que tu as arrêté. Et nous, on voulait savoir un petit peu justement comment tu en étais arrivé à devenir joueur professionnel, et puis peut-être nous dire un petit peu plus ce que tu feras maintenant dans le futur. Comment je suis arrivé joueur professionnel, ça a pris beaucoup de temps. J'ai commencé à jouer, on va dire, il y a à peu près 6 ans à ordinateur, aux jeux vidéo, tout ça. J'ai découvert en fait qu'il y avait de la compétition. Du coup, forcément, vu que j'ai toujours été quelqu'un qui était super intéressé par la compétition, ça m'a donné envie de me lancer dedans. Et ouais, petit à petit, d'année en année, j'ai un petit peu monté en niveau, je me suis fait des contacts, tout ça. Et j'ai réussi à avoir mon premier contrat professionnel, c'était pour une très petite somme à l'époque. Donc c'était il y a 4 ans que j'ai eu mon premier contrat pro. Et grâce à ce premier contrat pro, ça m'a permis d'évoluer, de grandir un petit peu en tant que joueur et du coup d'atteindre vraiment le haut niveau mondial, où j'ai du coup réussi à finir en Overwatch League, qui est une très grande ligue mondiale sur Overwatch, la plus grosse ligue en fait, tout simplement. Et donc voilà, je suis resté 1 an et demi dans cette ligue, que j'ai fini du coup en effet par quitter il y a quelques semaines. Et voilà, comme résumé très rapide. Alors, je doute pas qu'il y ait très nombreux fans à qui ça parle, cette ligue Overwatch, qui nous regardent sûrement. Peut-être pour des gens qui sont un peu plus néophytes, en fait, c'est un championnat qui se déroule à l'étranger, tout simplement. C'est ça. Alors cette année, c'était assez spécial. Alors il y a eu le problème du Covid, mais en soi, on était censé. En fait, c'est une ligue franchisée, donc on représentait des villes. Il y avait principalement des ligues américaines. Donc moi, j'habitais à New York cette année. Et on devait en gros se déplacer tous les week-ends dans les villes franchisées. Donc il y a un week-end où j'allais à Atlanta, le week-end d'après j'allais à New York, le week-end d'après j'allais à Florida. Enfin, il y avait plein de voyages comme ça cette année. Donc c'était À un Guéret truc qui aussi, peut-être, non? était... Non, c'était Non. un truc en effet très sympa, mais aussi très très épuisant. Et bon, malheureusement, le Covid fait que ça s'est arrêté et que les matchs aujourd'hui sont joués sur Internet. Alors toi, tu le disais, hein, tu as fait du sport étant jeune, sport classique, on va C'est dire, ça. et tu as basculé vers l'e-sport. Est-ce que tu retrouves cette adrénaline que tu avais dans le sport traditionnel ou pas?
Ouais, complètement. Essayer de s'entraîner un maximum pour être le meilleur. Et ouais, je retrouve forcément les mêmes sensations de la compétition, en fait, tout simplement, que j'avais dans le sport classique. Et en plus de ça, j'ai la chance d'évoluer à un sacré niveau. Et donc, forcément, les sensations sont encore plus belles, quoi. Alors, à un sacré niveau, ça engendre beaucoup de sacrifices, tu l'as dit, en termes de déplacement perpétuel. Et ça demande aussi, je suppose, beaucoup de temps d'entraînement. Ouais, Euh, ouais, L'entraînement, c'est quoi au quotidien pour toi? bah, ça va dépendre des personnes, mais en soi, on va dire que la journée idéale pour moi, c'est d'essayer de me lever, de faire du sport un petit peu, etc. Parce que c'est important de garder une activité physique à côté, mais aussi ouais, de m'entraîner énormément. Alors, m'entraîner, ça ne veut pas dire forcément que jouer. Genre, si je m'entraîne 8 à 10 heures par jour, c'est pas jouer 8 à 10 heures par jour, c'est regarder des vidéos, essayer de faire des débriefs avec mon équipe, essayer de voir ce que je peux améliorer quand je joue, etc. Un peu comme un footballeur qui regarde en fait son propre match pour voir les erreurs qu'il a faites et essayer de les corriger. Donc ouais, c'est un peu entre 8 heures et 10 heures de travail par jour, je dirais, pour un joueur vraiment professionnel et compétitif à haut niveau. Et, euh, et voilà, quoi, ouais, regarder des vidéos, essayer de jouer, communiquer avec d'autres personnes, échanger, tout ça pour évoluer, quoi. Pierre, tu as peut-être une petite question pour Yip ou même nos Ouais, invités? mais là, on va aborder, tout son, là on est bien d'accord, il parlait de salaire par exemple, on pourrait aborder justement cette question-là. Alors ton premier salaire, c'était combien justement? J'étais entre 300 et 600 euros à l'époque. Alors là, du coup, c'est des salaires ou c'est des primes? Du coup, quand vous gagnez un match, c'est un peu comme les footballeurs, les handballeurs et tout ça? Alors ça, c'est au niveau des primes, on n'a pas réellement de primes, c'est les compétitions en fait. Chaque compétition, donc par exemple quand c'est en LAN, donc c'est un événement en local, en général, même sur Internet, il y a des tournois en effet avec un cash prize, donc une récompense d'argent. Pour le coup, les cash prizes enfin, changent énormément en fonction des tournois. Ça peut être des cash prizes de 500 euros comme 10 000 euros, voire encore plus. Je crois que le plus gros que j'ai gagné, c'était quand j'ai fini champion d'Europe et on avait gagné 30 000 euros en finale à la fin, quoi. Donc ouais, c'est ça nos sortes de primes, c'est performer en compétition et aller le plus loin possible pour récupérer le plus d'argent possible, quoi. Alors, 30 000 euros, c'est pour l'ensemble de l'équipe ou c'est par joueur? Alors, ça dépend des contrats qu'on peut avoir. Moi, à l'époque, j'étais chez Eagle Gaming et le contrat que j'avais avec eux, c'était que 50% revenait à la structure, donc à l'organisation qui nous avait signé. Et ensuite, 50% restant était en effet pour les joueurs à séparer de manière équitable pour tous les autres joueurs, quoi. Et donc là, tu es en transition professionnelle, en tout Mm. cas. C'est faire quoi? Tu te prêts des C'est Steam? ça. Bah, en gros, oui, donc j'ai quitté Overwatch, donc forcément, je change de jeu. Il y a un nouveau jeu, je pense que beaucoup de gens le connaissent maintenant parce qu'il fait beaucoup parler de lui, c'est Valorant. C'est le nouveau FPS de Riot Games, ceux qui ont créé League of Legends. Du coup, ouais, je me lance sur Valorant. Qu'est-ce que je vais faire sur Valorant? Je sais pas encore, mais je compte investir à 100%. Est-ce que je vais juste devenir plus ou moins streamer, donc non, diffuser mes parties en live sur Internet, ou est-ce que je vais essayer de continuer ma carrière de joueur professionnel et donc de continuer à rester au plus haut niveau? Je sais pas encore. C'est quelque chose qui est forcément très très dur à prévoir parce que ça dépend de mes performances quoi qu'il arrive. Donc ouais, pour le coup, je m'investis à fond et on verra ce que le futur m'apporte. Donc là, en ce moment, tu joues. D'ailleurs, tu es en tournoi depuis 2, 3 jours. Enfin, tu vas même poursuivre après. Tu appréhendes le jeu là, dans une phase en fait où tu appréhendes le jeu, où il y a des points communs avec des jeux forcément d'autres FPS. Bah, c'est plus, je découvre le jeu et ouais, je prends de l'expérience sur ce genre de jeu parce que j'ai pas été à haut niveau sur. Enfin, même si ça reste un FPS comme Overwatch, c'est un jeu complètement différent. Overwatch, c'est un jeu qui est forcément très rapide où plus ou moins on a toujours quelque chose à faire toutes les secondes. Alors que Valorant, c'est plus un jeu un peu plus posé où des fois je vais devoir juste prendre une ligne et attendre pendant 30 secondes à rien faire. Donc, c'est un seul jeu différent. Donc, j'apprends à jouer à ce genre de jeu. Et après, ouais, en effet, en ce moment, j'ai beaucoup de tournois. J'ai pas une seconde à moi, c'est assez, assez fou d'ailleurs. Mais ouais, j'ai des tournois. Il y a beaucoup de tournois qui se font parce que forcément, le jeu vient de sortir et qu'il y a plein de personnes qui ont envie d'organiser des tournois pour que ça soit regardé par les personnes et que les personnes prennent du plaisir à regarder déjà de la compétition. Donc ouais, en ce moment, là, j'ai un tournoi en effet
qui commence très bientôt. J'aurai un autre tournoi ce soir, un autre tournoi demain. Ce week-end, j'en ai encore un nouveau. C'est pas tout le temps le même tournoi, mais j'ai tous les jours quasiment un tournoi. Il y a un truc à faire. Et pour le coup, c'est fatigant, mais c'est aussi super cool, quoi. Je prends un plaisir fou à faire tout ça. Le gros avantage de l'e-sport, c'est qu'en temps de confinement, on peut y jouer. Ça, c'est vrai. C'est en effet, Ouais. quand je parle à ma famille, j'ai un de mes frères qui vit assez mal le confinement, etc. Et moi, j'avoue que pour moi, le confinement, au contraire, c'est quelque chose qui me dérange pas plus que ça et qui forcément m'impacte pas plus que ça directement, quoi. Alors, il y a une question justement pour ton entourage. Est-ce que tu peux nous dire, là, parce que ça va intéresser quand même pas mal de jeunes aussi, c'est est-ce qu'ils t'ont encadré, est-ce qu'ils t'ont encouragé, est-ce que tu as eu des freins justement? Ta Ouais, famille. j'ai eu la chance parce qu'à l'époque, j'ai fait quand même un grand pari quand j'ai signé mon premier contrat pro, c'est que j'étais en CDI. Ça faisait 2 ans que j'étais en CDI sur Paris, etc. J'avais un statut plutôt cool. Et au final, ouais, j'ai décidé de quitter mon CDI pour à l'époque 300 euros par mois, quoi. Donc forcément, j'avais un peu peur de la réaction de mes parents, de ma famille, tout ça. Et j'ai eu de la chance parce qu'au final, mes parents m'ont dit, bah écoute, si c'est ce que tu as envie de faire, bah on te fait confiance, vas-y, quoi. Si tu penses que tu peux réussir, vas-y. Et donc j'ai eu la chance vraiment d'avoir toujours eu le soutien de mes proches. Alors forcément, c'était pas simple hein, quand j'étais jeune et que je jouais. Mes parents voulaient pas que j'aille sur le PC après manger, etc. Enfin, forcément, je pense que tout le monde a plus ou moins vécu Normal, ça. quoi. Voilà, c'est normal. C'est heureusement qu'il y a des restrictions parce que sinon, j'aurais passé beaucoup trop de temps sur le PC à l'époque. Mais ouais, j'ai commencé. Enfin, je me souviens de ma première année aussi où mes parents connaissaient rien du tout à tout ce monde, forcément. Et je suis allé les voir et je leur ai dit, ben, maman, j'ai envie d'aller dans 2 mois, j'ai envie d'aller à Paris pour une LAN, etc. Et bah, si j'y allais, j'avais quoi? J'avais 16 ans ou 17 ans à l'époque. Et donc forcément, si j'y allais, j'allais tout seul, quoi. Donc ils avaient un petit peu peur, etc. Mais ils ont quand même toujours réussi. Enfin, j'ai toujours réussi à leur en parler, à leur expliquer correctement comment ça marchait tout ça. Et du coup, en retour, ils m'ont fait confiance et ils m'ont toujours soutenu dans ma carrière, quoi. Et ouais, j'ai fini ma carrière, bah, il y a depuis 3 ans. Et ils regardent tous mes matchs ensemble, etc. Ça arrive qu'en famille, ils se retrouvent devant la télé pour regarder mes matchs. Enfin, c'est un truc qui est super cool, quoi. Mhm. Alors, il y a Yann, tu peux intervenir, Yann, si tu avais une question, hein, qui avait une question sur l'encadrement psychologique et quel coaching psychologique vous pouviez avoir à haut niveau sur l'e-sport et quel encadrement peut-être plus largement au-delà de l'aspect psychologique. Bah, bah, justement, c'est une très bonne question et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vachement étonné quand j'ai signé en Overwatch League. Je m'attendais à arriver dans un monde qui allait vraiment être professionnel, développé, etc., où j'allais vraiment avoir tout à ma disposition en fait pour être bien. Et c'est vrai que je pense que l'e-sport a encore beaucoup de points sur lesquels s'améliorer. Et je pense qu'en effet, avoir un encadrement psychologique en fait partie. Parce qu'honnêtement, moi le premier, j'ai quitté ma situation en Overwatch League il y a quelques semaines parce que j'étais pas heureux. J'ai fait un burn-out, etc. et que j'en pouvais plus. Et je pense qu'en effet, j'aurais eu un encadrement psychologique, ça se serait sûrement passé différemment et ça aurait pu sûrement m'aider. Et c'est vrai que c'est un des plus gros regrets que j'ai de l'expérience que j'ai vécue sur Overwatch, c'est que bah, il n'y avait pas d'encadrement psychologique en fait. Et je sais que ça commence à se développer, que certaines équipes, structures, les plus grandes structures mondiales ont des encadrements comme ça, mais c'est pas encore bien développé, pas assez en tout cas à mon goût, quoi. C'est peut-être important aussi de dire que ça fait rêver tout le monde, ce métier de joueur d'e-sport professionnel. Malgré tout, c'est assez intéressant de t'entendre dire aussi qu'il y a des gros désagréments. Et comme tu dis, toi, tu aurais peut-être eu besoin d'un soutien psychologique. Est-ce que tu peux juste expliquer? Enfin, c'est l'éloignement, c'était les cadences infernales de tournois. C'est, je pense, un ensemble de plein de choses. Au final, c'est comme un joueur de football. Tout le monde, moi, le premier, en étant gosse, j'avais envie de devenir joueur professionnel de football. Mais au final, on ne se rend pas compte de tous les sacrifices que ça demande, de tout l'entraînement qu'il y a derrière, etc. Toutes les années passées à galérer, à avoir des gros doutes sur l'avenir, etc. Puis en plus, on voit tous ceux qui ont réussi. On voit tout ce qui est Ouais. Kylian Mbappé, etc. Mais on ne voit pas tous ceux qui n'ont pas réussi et qui aujourd'hui sont dans la galère. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des mecs qui réussissent. C'est pour ça qu'on me voit aujourd'hui. Mais je connais aussi plein de personnes qui n'ont pas réussi et qui aujourd'hui bah, sont en galère dans la vraie vie, tout ça. Il y en a qui ont 30 ans qui sont toujours chez leurs parents. Et c'est comme des footballeurs qui ont sûrement 30 ans et qui sont toujours chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas réussi, ils se sont blessés. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Donc ouais, en effet, c'est beaucoup de sacrifices. Moi, personnellement, j'allais pas bien parce que j'étais loin de ma famille, j'étais loin de ma copine, parce que je vivais à New York.
Ça faisait 2 années consécutives. L'année d'avant, j'étais à Los Angeles. Alors, c'est vrai que c'est cool sur le papier. Je joue aux jeux vidéo, j'étais à Los Angeles, j'étais logé, nourri, tout ça. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, avec le décalage horaire, le fait que la nourriture soit différente, au quotidien, ça joue beaucoup, qu'on soit loin de la famille, tout ça, et qu'on ait en plus de ça un planning qui est super chargé, qui est super stressant parce qu'on a une certaine pression. Forcément, on est payé, mais on attend aussi des résultats de notre part. Ouais, en fait, l'ensemble de tout ça, bah, forcément, n'est pas simple à vivre, mine de rien, quoi. Delphine, tu as une question peut-être? Oui. Est-ce que tu as l'impression que justement être joueur e-sport maintenant, c'est un peu comme il y a quelques années où tout le monde voulait être youtubeur? Et les Bah, je gens veulent pense, toujours être youtubeurs. ouais, c'est ça. Je pense que les Oui, oui, gens, oui, mais je pense en effet que vu que ça se développe, il y a de plus en plus de jeunes qui ont envie de devenir joueurs professionnels, youtubeurs, comme au final, il y a plein de jeunes qui veulent être joueurs professionnels. mmh. Donc oui, en effet, je pense que ça se développe et le fait que l'e-sport se développe fait que beaucoup de personnes ont envie d'avoir le statut que je peux avoir aujourd'hui, quoi. Alors, on a des questions en ligne sur les risques du métier. Est-ce qu'il y a des Mhm. risques de blessures, par exemple, en e-sport? Je crois qu'une des grandes craintes, c'est une tendinite, par exemple. Ouais, bah ça arrive que même le problème des yeux, il y a beaucoup de joueurs qui ont des problèmes qui ont dû se faire opérer, etc. au niveau des yeux. Même tendinite, je connais un joueur qui a une tendinite et qui n'arrive pas à s'en débarrasser, qui vit plus ou moins avec, parce que forcément, on est tout le temps en train de bouger avec nos poignets, etc. C'est pour ça qu'en vrai, c'est important et je pense très important, même si le risque de blessure est moins élevé que dans le football et quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a pas de contact réellement physique. Euh, le risque est toujours là et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir une activité physique, d'avoir une bonne alimentation, tout ça à côté pour éviter tout ce genre de problème, quoi. Cécile, J'imagine qu'en début de carrière, que tu deviennes célèbre et autres, il faut quand même avoir du matériel, un bon matériel et du coup investir, là où du coup au départ on n'a pas forcément les moyens. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui est assez important. Genre avoir une bonne souris, un bon casque et micro aussi, c'est important pour pouvoir communiquer avec ses coéquipiers. Le clavier, je trouve que c'est le moins important, honnêtement. Mais c'est vrai que pour le reste, bah même l'ordinateur, mine de rien. Si on joue à un jeu et que le jeu est pas assez puissant pour faire tourner le jeu correctement et que ça soit fluide, bah on part évidemment avec un gros désavantage. Donc oui, en effet, il faut le matériel. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je me suis pas mal battu avec mes parents. C'était forcément quelque chose de pas simple. Mais j'ai eu la chance d'avoir un matériel plus ou moins correct. Et derrière, une fois que j'ai réussi un petit peu à signer enfin, à faire des premières performances, même si j'avais pas de salaire à l'époque, j'avais quand même des sponsors. Et les sponsors nous envoient du matériel, etc. pour faire leur pub en tournoi, tout ça. Et en même temps, pour qu'on ait du bon matos, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il faut aussi un fauteuil de pilote de course ou d'astronaute, non? Parce que je vois Pierre et Yves là. Ouais, ça peut aider aussi. Mais c'est le moins Ça- important quand C'est même. c'est pas un peu encombrant quand même dans un salon? Non, c'est bon. alors on a Mais c'est plein de vrai, attends, questions excuse-moi. Il qui fait porte-gobelet le arrivent. fauteuil ou pas? Hein, pardon? Il fait porte-gobelet le fauteuil ou pas? Ouais, mais même, il Ouais, fait ouais. arbre à chat. Mon chat, il grimpe souvent dessus. Ok, d'accord. Ok. Alors, on a plein de questions. Il y a très peu de temps. Alors, je vais essayer de les prendre. Alors, je pense qu'il y a des questions de puristes et il y a des questions grand public. La question de puriste, c'est est-ce que Paris Eternal sera champion cette année? Enfin, Ah ah, bah oui. c'est pour Allez, pronostiquer. disons oui, soyons fous. Euh, J'espère. il y a une question sur le dopage. Est-ce qu'il y a du dopage en e-sport? Très bonne question. Je pense qu'il y en a. Est-ce qu'il y a des tests antidopage? Il n'y en a pas partout encore. J'ai Mais je cru sais lire qu'il qu'il y y en avait a. des tests antidopage qui se mettaient en place, moi. Ouais, ouais, en effet, il y en a qui se mettent en place. Moi, j'ai jamais fait de tests personnellement. Mais je sais qu'en Overwatch League, il y avait certains joueurs, pas aucun de mes coéquipiers, mais je sais qu'il y en a dans certaines équipes qui prenaient de l'adéral pour être plus concentrés, etc. Alors, autre question sur la question des écoles et de la formation. Toi, tu es self-made man, en fait. Tu as joué sans passer par une école. Est-ce qu'on sait très vite si on sera joueur e-sport? Je ferai le parallèle. Hein, on peut peut-être rêver de devenir Kylian Mbappé, mais si on n'arrive pas à faire 3 jongles, on sait que ça va être compliqué. Est-ce que c'est la même chose dans l'e-sport? Euh,
Ouais, non, on sait jamais. Et même moi, à l'heure d'aujourd'hui, avec tout le palmarès que je peux avoir, toute l'expérience que j'ai acquise, je sais pas si sur Valorant, je réussirai à devenir joueur professionnel et si je vais avoir un grand succès là-dedans. Donc, non, c'est quelque chose forcément qui est très compliqué. C'est un investissement sur plusieurs années. Et en plus de ça, tous les jours, on se lève et on sait pas si on va réussir ou pas, quoi. Et Et d'ailleurs, pour rebondir un petit peu, excuse-moi, ouais, tout ce qui vas-y. est sur les écoles, enfin, il y a des écoles qui vendent un petit peu le truc, on va vous apprendre à devenir joueur professionnel, etc. Moi, c'est quelque chose, honnêtement, que je comprends pas forcément. Certes, on a des conseils à donner pour devenir joueur professionnel, mais tout le monde ne peut pas y arriver et on ne peut pas former des personnes à devenir joueur professionnel. On peut peut-être former des personnes à devenir coach, à devenir manager, etc. Ça, c'est possible, pourquoi pas. Par contre, former à devenir joueur professionnel, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, je les conseille fortement si enfin, pour quelqu'un qui a envie enfin, qui a l'idée de se dire, tiens, je vais aller dans cette école pour devenir joueur pro. Pour moi, c'est une très mauvaise idée. Voilà. Et juste dernière question, parce qu'on va te libérer les 14h20 et on t'avait promis de te libérer pour la compète. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont requises? Question très compliquée. Honnêtement, moi, j'ai tout appris sur le tas, réellement, et j'apprends encore tous les jours. Je pense que le plus important, ce qui m'a aidé tout au long de ma carrière, c'est la remise en question. C'est ouais, de la remise en question constante pour essayer d'évoluer, de reprendre les erreurs qu'on a faites et essayer de ne pas les reproduire. Je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé au fil de ma carrière. Et juste pour les puristes, Pierre, je parle sous le contrôle de Pierre, c'est la vitesse d'interaction, clavier, souris, regard en fait aussi. Parce que Ouais, parfois on a des parents qui ne comprennent pas, pourquoi l'e-sport, pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça draine autant de monde. Mais c'est ce nombre d'interactions clavier-souris aussi qui est impressionnant. oui, c'est vrai que ça peut être impressionnant, mais après, je pense que chaque jeune qui passe un petit peu de temps sur le PC, honnêtement, peut les avoir. Alors après, j'ai pas fait forcément le test, mais ouais, je pense que c'est quelque chose que quand on est jeune, on a forcément, et c'est pour ça aussi que la carrière de joueur pro en e-sport se termine assez tôt. Genre, enfin, on voit très rarement, à part des exceptions, forcément, il y en a plusieurs, mais honnêtement, c'est rare qu'au-dessus de 30 ans, certaines personnes continuent à être joueurs pro parce que tu as les petits de 18 ans qui arrivent et qui ont des réflexes incroyables et qui sont là, qui apprennent beaucoup plus vite que toi. Donc forcément, ouais, je pense que ça joue forcément. Ouais. Alors Yann, tu avais un petit complément peut-être ou une question? Oui, juste pour dire que bien sûr que la dextérité est importante et que les plus jeunes sont favorisés, mais je pense qu'on a aussi besoin dans les équipes des vieux, les personnes qui ont l'expérience des compétitions. Et pour prendre un exemple qui est connu, c'est comme dans les équipes de foot, vous avez un type qui n'est peut-être pas excellent sur le terrain, mais qui dans les vestiaires fait le job. Dans les équipes de e-sport, donc il y a ce qui se passe dans l'arène numérique, et il y a ce qui se passe pendant les entraînements, il y a ce qui se passe juste avant le match ou après. Donc, c'est tout un ensemble de qualités qu'il faut développer pour pouvoir être un joueur professionnel. Alors, Yves, on va te remercier et on va te Merci. libérer Ouais, pour ta merci. partie qui va commencer. On demande aux gens d'attendre une bonne demi-heure avant d'aller voir ce que ça peut donner en vrai et qu'ils restent avec nous. Bon courage, un grand merci d'avoir pris du temps. On a bien compris que l'emploi du temps d'un sportif de haut niveau dans le monde du jeu vidéo, c'était très très chargé. Donc, merci d'avoir pris du temps pour nous en tout cas. Merci pour l'invitation. Je suis désolé en vrai de ne pas pouvoir rester plus longtemps. J'aurais adoré. Mais voilà, si certaines personnes ont des questions, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir m'en parler sur les réseaux sociaux, etc. Je ne promets pas de répondre à tout le monde. J'essaye réellement de répondre à tout le monde, mais ce n'est pas tout le temps simple. Donc, mais voilà, je promets d'essayer de répondre un maximum à toutes ces questions-là. C'est un sujet qui me semble en effet super important et si je peux apporter mon aide à certains parents ou jeunes, franchement, c'est avec plaisir. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci Et beaucoup. bon courage pour tout de suite alors. Merci, bonne émission, bonne fin de journée. Merci, Ciao, ciao. salut. Ciao. Et alors le Twitter de HIP, alors c'est HIP, HYP _OW. Voilà, si vous voulez le retrouver, c'est pareil sur Insta ou autre. Et sans transition, on va passer du FPS, mais d'une joueuse FPS qui s'est convertie très récemment.
qui va nous livrer son coup de cœur juste après le jingle. Attention les oreilles, le jingle est très fort. Et donc, Cécile, c'est toi qui reviens de nouveau pour nous livrer un coup de cœur humoristique, hein, en tout cas. Attention, il va y avoir de la concurrence en fin d'émission sur l'humour, puisqu'on accueillera Sidou, qui est stand-upper et qui viendra enfin. Toi, Cécile, tu t'es découvert une passion pendant le confinement, je crois, pour Pour Animal Crossing. Ouais, alors bon, bah voilà, tu m'as outé. Merci beaucoup, Romain. Hein. Ça devait rester entre nous. Je pensais que voilà, je comptais sur vous pour pas le répéter. Bon, bah c'est foutu. Merci beaucoup. Voilà, non, bah c'est vrai. Voilà, il m'est arrivé un truc terrible pendant ce confinement. J'ai cédé à la pression populaire. Et par pression populaire, j'entends Twitter, hein, pour moi. J'ai effectivement j'ai acheté Animal Crossing. Et c'est d'autant plus étonnant que moi, je suis quand même une gameuse PlayStation, hein, basique, c'est-à-dire la fan de Red Dead, Uncharted, The Last of Us, God of War, GTA. Donc là, autant vous dire que tout ce qui est vol intempestif de voitures, enfin dans les jeux, hein, s'entend, c'est terminé, évidemment. Tout ce qui est aussi chevauché à dos de cheval dans le Far West, c'est mort. Les grimpettes à la main sur des falaises à la recherche d'un temps plein K qui est donc forcément maudit, là aussi, terminé. Et bien sûr, le mode survie pour échapper à des zombies. On dit au revoir. Non, non, là, tout ça, pour moi, c'est terminé. Maintenant, je pêche. Voilà. Je pêche. Je plante des fleurs, je plante des arbres fruitiers, je collectionne, je collectionne les navets. Alors, les navets, très important, hein, grâce auxquels je gagne des clochettes. Les clochettes, c'est l'argent dans Animal Crossing. Avec ma petite pelle, je déterre des fossiles qui vont dans le musée de Thibou, le hibou. J'échange aussi des plans bricolage avec mes voisins. Pour info, je n'ai jamais autant parlé à mes voisins. D'ailleurs, une de mes voisines s'appelle Marine et je vous avoue que ça m'inquiète un petit peu. Et mes voisins sont donc tous des animaux. Voilà, je fabrique mes meubles, je les revends pour pouvoir m'en acheter d'autres. Et là, pour tout vous dire, je suis sur un gros dossier parce que vu que je peux pas aller au cinéma en présentiel, je suis en train de me créer un cinéma à ciel ouvert pour pouvoir y aller. Hein, voilà, tout simplement. En fait, pour vous remettre dans le truc, si vous connaissez pas Animal Crossing, mais ça m'étonnerait quand même, à la base, c'est comme tu disais, Romain, ça commence un peu comme une saison de koh-lanta, hein, mais version mignonne. C'est-à-dire que on a une île déserte, quelques postulants qui veulent vivre l'aventure d'une vie. Hein. Le Denis Brognard maison, il s'appelle Tom Nook, c'est un raton laveur, personne n'est parfait. C'est lui en fait le chef des résidents. Et laissez-moi vous dire que tout raton laveur qu'il est, niveau capitalisme, il s'y connaît quand même le bougre, hein, parce que si on lâche Mélenchon dans Animal Crossing, lui aussi nous fait un burn-out, hein, là c'est sûr. Parce que c'est tout mignon, Animal Crossing, mais rien n'est gratuit non plus, hein, faut pas rêver. Il faut mériter ses pêches, ses poires, ses cerises, voilà. Il faut du coup faire prospérer l'île, parce que sinon rien n'avance. Faut faire venir du monde, il faut aller sur les autres îles pour dégoter des matières premières, déjouer des plans pernicieux d'un renard rusé. Enfin, il se passe vraiment plein de choses. Alors, je sens bien là derrière votre écran, tout ce temps que vous êtes en train de me juger. Je sens, c'est dur, quoi. Vous vous dites, comment a-t-elle pu céder à tant de bienveillance, d'univers coloré, de petits fruits acidulés, tout ça. C'est mignon parce que c'est ça, hein, Animal Crossing. Hein. C'est un monde meilleur, en fait. Une petite parenthèse enchantée, même si, faut quand même le dire, il y a de la violence aussi. Hein. Alors, c'est pas de la violence à la Red Dead Redemption, mais par contre, c'est une violence côté bancaire. C'est-à-dire que les prêts à rembourser en clochette, je vous raconte même pas. C'est-à-dire je suis encore en train de rembourser ma maison. Donc, j'y serai encore l'année prochaine, je pense. Hein. Non, mais en fait, pour finir sérieusement là-dessus, pourquoi j'ai cédé, en dehors de la pression populaire de Twitter, c'est parce que, sans doute pour la même raison que The Last of Us 2, qui devait sortir pendant le confinement, a été repoussé à après le confinement. C'est parce qu'en ce moment, on n'a vraiment pas besoin de trucs plus anxiogènes que la situation ne l'est déjà. Et que du coup, en ce moment bien particulier, on a besoin de s'évader d'une façon ou d'une autre. Et que si ça doit passer par ce petit endroit parfait, cette petite île pour vivre, ou pour une fois j'ai une piscine, ce qui n'est pas le cas, ça ne va pas arriver de sitôt dans ma vraie vie, moi je vous dis pourquoi pas.
Et Ouais, c'est pas une histoire de dopamine, ça fait des bruits dans tous les sens. C'est comme l'expérience du rat là, qui appuie sur le bouton dès qu'il a faim, mais s'il y a encore plus de lumière et de musique, il appuie. Je pense que tu es un peu victime de ça quand même. D'accord, donc tu me traites de rat, ça fait plaisir. Ouais, ouais. Deux émissions et je suis traitée de rat. Non, mais super. Je reviens pas pour la prochaine, je vous préviens. question, Cécile, tu avais déjà une Switch avant ou tu Oui, l'as... non, j'avais déjà une Switch et j'avais basculé dans Zelda, mais c'était pas pareil. Et oui, j'ai pas acheté la Switch pour Animal Crossing, du tout. Alors moi, je vais me tourner vers Yann pour savoir si c'est grave ce qui arrive à Cécile. Oui, je voudrais savoir aussi. Comment on passe, docteur? Est-ce que c'est grave au fond de passer de GTA à Animal Crossing? Alors, ça dépend à qui l'on parle. Si on parle aux gamers invétérés, c'est gravissime et ça mérite peut-être ban à vie de la grande liste des gamers. Si on parle aux psychologues, c'est plutôt le signe d'une capacité à s'adapter. Donc, c'est quelque chose de tout à fait positif. Par rapport à la métaphore du rat dans la cage, juste une précision, elle est doublement fausse. D'abord parce que l'expérience a été répétée. L'expérience a été simple. On mettait les rats dans une cage, ils avaient un levier pour appuyer sur un bouton, ils pouvaient choisir entre de la nourriture et puis la stimulation d'une zone de leur cerveau pour obtenir de la dopamine, l'hormone soi-disant du plaisir, et ils passaient leur temps à cliquer sur le bouton pour avoir de la dopamine. Et donc à partir de là, on a commencé à développer l'idée qu'on avait un modèle pour la toxicomanie. C'est tout faux. On a refait l'expérience en donnant un espace de vie normal, qu'on a appelé Rat Park. Ils avaient des roues, ils avaient des copains et des copines, ils avaient des endroits où se cacher. Et ben, les rats ne se droguaient plus. Donc ça montre bien qu'en fait l'environnement il est très important, au moins dans le cadre de ce dispositif. Et par rapport aux joueurs de jeux vidéo, on a mesuré la dopamine qui était produite par un joueur de jeux vidéo quand il fait un jeu vidéo. Alors, il y a de la dopamine qui est produite pendant l'activité, mais la quantité est similaire à celle que l'on trouve pour d'autres activités. Vous produisez autant de dopamine quand vous jouez à Call of Duty ou Animal Crossing que quand vous tombez en prière dans votre église préférée ou quand vous lisez un bon roman. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La psychologie. Par contre, si on voit Jean-Luc Mélenchon sur l'île, est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter ou pas? Ouais. Pour lui, en tout cas. J'espère bien qu'il passe un peu de temps à jouer, que ce soit à Call of Duty, Animal Crossing ou n'importe quel autre jeu. Parce que jouer, c'est être en bonne santé. Donc, je lui souhaite ça. Alors, Yann, pour te présenter rapidement, toi, tu es psy et geek, globalement. C'est assez raccourci quand même, ma présentation. Nous, on avait une question, comment on est psy, on devient psy, ou on est fan de jeux vidéo et on devient psy pour parler jeux vidéo. Enfin, dans quel sens ça s'est passé, en fait, tout ça? Alors, pour moi, ça s'est passé d'abord joueur de jeux vidéo, ensuite psy. Mais je m'en suis même pas rendu compte puisque mes premières parties de jeux vidéo, je les ai faites sur un ZX 81 en 1982-83. Et ensuite, dans les années 90, j'ai fait des études pour devenir psychologue. Donc, je suis d'abord gamer et ensuite, je suis devenu psychologue. Avec cette volonté de s'intéresser tout de suite à la question du jeu vidéo? Non, pas du tout. Quand j'ai commencé à être psychologue, pour moi, le jeu vidéo, ça faisait partie de ma vie privée. Donc, j'étais gamer la nuit parce que à ce moment-là, quand j'étais jeune psychologue, on jouait beaucoup à Duke Nukem en réseau. C'était le moment où on découvrait les LAN et puis les parties en réseau. Donc, on jouait à Duke, on jouait à Command & Conquer, etc. Dune aussi. Et la journée, j'allais bosser comme psychologue. Il m'a fallu plus de 10 ans pour commencer à me rendre compte que le jeu vidéo pouvait être intéressant dans ma pratique. Dans ta pratique au quotidien, c'est-à-dire que c'est conseiller les gens ou utiliser le jeu vidéo comme thérapie? Enfin... c'est devenu les deux. C'est d'abord utiliser le jeu vidéo comme un prétexte à la psychothérapie. C'est très utile pour les jeunes adolescents pour qui l'expression est difficile. C'est plus facile de parler d'une partie de Red Dead Redemption ou de World of Warcraft que de parler de difficultés. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je l'utilise aussi dans le cadre d'une psychothérapie médiatisée par le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer avec des Playmobil ou de faire des dessins, on partage une partie de
jeux vidéo. Et enfin, le troisième domaine où je peux intervenir, c'est de donner des conseils aux parents. Et puis, par rapport aux activités vidéoludiques de leurs enfants. Et un quatrième domaine en cours de développement qui est le conseil sportif, puisque il y a la partie psychologique dans le jeu vidéo est très très importante. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à développer pour les aider à avoir le meilleur niveau de performance possible. Delphine, je t'ai coupé. Je crois que tu avais une question peut-être ou une remarque. Non, c'était juste avant que Yann ne parle, en fait. C'était une anecdote avec Jean-Luc Mélenchon. Ah, bah vas-y. Parce qu'en 2014, il a critiqué tout le battage médiatique qui était fait autour de la sortie de Assassin's Creed Unity. Et en fait, Gamecash lui a envoyé une Xbox avec le jeu pour qu'il puisse se faire une autre idée du jeu vidéo. Et alors, il a envoyé une photo de lui en train de jouer ou pas? Non, même pas. Non. Même pas. Mais c'était aussi pour le sensibiliser sur plein de choses autour du jeu vidéo. Voilà. Alors, Yann, question aussi, pourquoi on a cette attirance et ce rêve pour travailler dans le jeu vidéo? Parce que c'est présenté comme le nouvel Eldorado. En fait, il y a quand même le mythe de l'enfant génial, le digiborigène qui invente dans le coin de son garage l'application du nouveau millénaire, le nouveau Zuckerberg, etc., etc. Donc, on a des mythes qui organisent les imaginaires et qui donnent envie de se plonger dans ces mondes-là. D'autant plus que, comme tous les mythes, ça a l'air très très facile. On vous raconte, il était tout à fait moyen ou nul à l'école, et puis d'un seul coup, regardez quelle merveille il est devenu. Donc ça peut faire rêver. Pierre, une question peut-être? Ou alors on a des questions qui arrivent en ligne, questions classiques. Oui. D'abord les internautes, vas-y. Oui, question d'internaute classique. Comment on prévient l'addiction aux jeux vidéo? Alors, on va pas avoir le temps de faire le débat. On savait qu'on aurait cette question. La voilà. Nous ne ferons donc pas plus de 10 minutes dessus. En 10 secondes, c'est simple. Prévenir l'addiction aux jeux vidéo, il n'y a rien à faire parce que c'est une maladie qui est purement imaginaire. Donc, ne faites rien. C'est ce qui marchera le mieux. Voilà. Donc, prochaine question, Pierre, tu peux y aller. C'est à toi. Alors, moi, je n'avais pas de question. C'est bien, très bonne réponse, Yann, sur cette question d'addiction. Moi, je voulais faire juste le retour sur Cécile avec sa chronique. C'est pas anodin quand même de faire le parallèle entre, par exemple, des jeux comme de GTA ou Red Dead Redemption et le nouveau Animal Crossing en termes de violence, par exemple. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de violence. Moi, je parle de violence symbolique. Yann, j'ai l'impression quand même que cette petite maison de poupées capitaliste est plus violente parfois que le monde même de GTA ou de Red Dead, non? La violence est toujours très très subjectif. Alors oui, si vous êtes un communiste pas tenté, Animal Crossing, ça va vous donner des nausées. Il faut absolument pas y aller. Donc ça dépend vraiment de la manière dont on reçoit le texte et puis ça dépend de la liberté que l'on a pour le transformer. Si vous avez subi des traumatismes de guerre graves, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller au-devant d'images violentes. Encore que, les psychologues américains se sont rendus compte que leurs boys, quand ils reviennent des théâtres d'opérations extérieures, passent leur temps à jouer à des jeux de guerre. Ou même quand ils sortent du Humvee, ils posent le sac et puis ils se lancent dans Call of Duty. Ça dépend vraiment de la manière dont la personne reçoit le média. Il y a des questions pour Yann. Questions en direct. On a fait très court sur la question de l'addiction. Est-ce qu'il y a des jeux qui sont conseillés? Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que, Yann, toi, en tant que psy, il y a des jeux que tu conseillerais justement pour développer certaines compétences, peut-être? Alors, moi, les jeux que je conseille, c'est les jeux avec lesquels la personne va avoir du fun. Si votre truc, c'est d'être un mastermind et d'avoir des plans dans des plans dans des plans et d'être un espèce de dieu vivant du Bene Gesserit, jouez à un jeu de stratégie en temps réel. Vous allez vous amuser. Si vous aimez vous balader dans des endroits qui sont complètement mystérieux, vous avez des jeux qui sont faits pour ça. Vous pouvez prendre beaucoup de plaisir à vous balader dans les forêts de World of Warcraft où vous avez des walking simulators, vous passez votre temps à vous promener. Si ce que vous aimez, c'est le stress du combat, là, franchement, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Si vous aimez les énigmes, vous avez des jeux de rôle, etc., etc. Donc,
Donc, il faut vraiment partir de vos besoins, de vos envies et vous diriger vers les jeux qui permettent de satisfaire ces besoins et ces envies. Et parfois, les joueurs détournent les jeux pour répondre à leurs besoins aussi. Il y a des pratiques au sein même de jeux établis, de jeux vidéo établis, qui sont détournés en fait. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier aux jeux vidéo. On ne trouve pas ça dans les autres médias ou même dans les autres sports. Si vous voulez modifier les règles du jeu du football, vous allez avoir des problèmes, hein, ça va être compliqué. Si vous voulez modifier les règles de jeu d'un FPS, c'est pas tellement compliqué. Le ticket d'entrée pour pouvoir le faire est assez faible. Il suffit d'avoir quelques compétences en programmation. Juste un exemple simple des types de modifications que les gamers font. Les joueurs ont découvert avec Quake qu'en dirigeant le tir d'une roquette vers le sol, eh bien, il pouvait être projeté en arrière avec l'effet de souffle fait par la roquette. C'est un effet qui n'était pas prévu par les développeurs de jeux et il a été découvert par les joueurs de jeux vidéo. Il a été intégré aux manières de jouer des joueurs. Donc, les joueurs inventent toujours des trucs et des machins pour faire autre chose avec ce qui leur est donné de jouer. Un autre exemple très rapide, hein, dans la plupart des FPS, il est très malvenu de s'allonger au sol et de passer son temps avec un fusil, avec une lunette de visée, de passer son temps à faire des cartons sur les petits camarades. Dans la vraie guerre, le job des snipers, c'est exactement ça. Vous passez 3 jours sur le même poste et puis vous attendez votre ordre de tir. Dans les jeux vidéo, si vous faites ça, vous n'êtes pas un vrai joueur de jeux vidéo. Alors, est-ce qu'on peut reprocher d'être un campeur en période de confinement aussi? C'est ça la vraie question au final. Moi, les campeurs, franchement, je trouve, je les aime bien, je les admire. Je trouve qu'un campeur, voilà, on a un fusil avec une lunette de visée, c'est fait pour ça. Donc, je n'ai pas de problème avec les campeurs. Alors, si vous avez des questions, de toute façon, Yann est encore là avec nous. On va avancer parce que le temps passe très, très vite dans l'émission. Et on se fait un point d'honneur à faire moins d'1 heure à chaque fois, mais on n'y arrive pas. Donc, et on va passer au retour de Siegfried pour sa mauvaise humeur. Ah ouais. Dans quelques instants. Et Siegfried qui va nous revenir en pleine forme parce que ça fait au moins 15 jours que tu n'as pas râlé. Ouais, je sais, ouais. J'ai envie de dire non, mais hein, c'est bon. Hein. Alors, Romain, tout de suite, tu prépares le bouton blague de vieux, d'accord? Ah, et oui. Ça y est, il est prêt, il est là, je l'ai. Tu l'as? Tu as quoi? J'ai le bouton blague de vieux. Ah, d'accord, super. Alors, oui, je viens que pour des sujets que je maîtrise. Hein. Les 2 dernières semaines, je ne suis pas venu, je ne suis pas intervenu parce que moi, les trucs de la sexualité, je ne comprends pas grand-chose. La mobilité internationale non plus. Mon voyage le plus loin, c'était en Bretagne. Et quand j'y vais, de toute façon, je ne vois rien parce que je suis toujours sous là-bas. Bon, c'est pas que je m'y connaisse plus en jeux vidéo, mais en ce moment, avec mes 125 heures de visioconférence par jour, je me sens un tout petit peu un gamer. J'ai un peu la tête d'un adolescent prépubère qui passe son temps à jouer à Fortnite en faisant croire à ses parents qu'il fait ses devoirs. Alors, la semaine dernière, alors que j'étais en train de relire pour la 6e fois cette semaine le Rouge et le Noir, j'ai eu mon premier OK Boomer. Quand j'ai demandé à mes fils de débrancher leur téléphone au moins 1 minute par jour. OK Boomer, hein, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors oui, avant, je vais faire un petit point Wikipédia. Ah oui, les jeunes, Wikipédia, c'est comme une encyclopédie. Hein. Ah oui, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez jamais passé votre dimanche après-midi chez votre vieille mémé au coin du feu à dessiner les animaux, à décalquer les animaux sur votre encyclopédie au coin du feu sans la 4G. OK, boomer. Alors, je disais, cette expression est utilisée pour décrire les baby boomers, qui sont justement les mémés et les tétés, chez qui on passait nos dimanches en 40 avant Instagram. Parce qu'en gros, on donne des noms aux générations. Est-ce que vous le saviez ça? J'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier. Donc, les boomers, ce sont les personnes nées entre 1946 et 1964. On les appelle comme ça parce qu'après la Seconde Guerre mondiale et une situation économique favorable, tout le monde s'est mis à faire des enfants, donc le baby boom. En gros, ce sont celles et ceux qui jouent au Scrabble, les baby boomers. Juste après, il y a la génération X, qui sont nés entre 1965 et 1980. Eux, ce sont les plus cool, parce que Kurt Cobain était encore vivant, The Cure sortait encore des albums bien, et c'est ceux qui à peu près jouent à Candy Crush ou Animal Crossing. Après, il y a la génération Y, née entre 1990 et 2000. Cela joue à World of Warcraft. Et ensuite, on a la génération Z, les jeunes nés après 2000, ceux qui jouent à Valorant. Ce sont eux qui utilisent l'expression « OK boomer », expression bien pratique pour couper la chic à tes parents. Ah oui, couper la chic, c'est elle-même une expression de boomer. Avant, on disait « vieux con », mais c'est sûrement mieux comme ça.
Petit conseil aux parents qui êtes sûrement de la génération X. Si vous ne comprenez pas cette expression ou une autre, ne demandez pas ce que ça veut dire. Regardez discrètement votre téléphone en allant faire la vaisselle parce que vous allez encore prendre un OK boomer dans la tronche. Cette expression est un vrai fléau. Et comme le disent McFly et Carlito, si on dit « on ne peut plus rien dire maintenant » ou « dans mon temps, on se plaignait moins » et là, bim, un OK boomer, ça coupe la conversation et on se retrouve dans une sorte de néant. Cette expression, elle viendrait d'une vidéo TikTok. Vous connaissez TikTok? C'est une application qui sert à rien. Après, il y a même une députée néo-zélandaise qui a clashé un autre député avec un OK boomer. Et maintenant, c'est devenu même un mème. Ah, pardon. S'il y a des vieux qui nous écoutent, regardez discrètement ce que c'est un mème sur votre téléphone. Maintenant, comme le disent les ados, c'est aussi une ponctuation quand tu parles à tes parents. C'est comme quand tu dis bâtard à tes potes. C'est surtout utilisé pour n'importe quoi, n'importe quand, pour se débarrasser des sujets qui fâchent, comme par exemple, tu es trop sur ton téléphone. OK boomer. Tu utilises des expressions de jeunes comme « Ah, c'est malaisant. OK boomer. Moi, à ton âge, je joue à Mario Bros. OK boomer. » Alors, pour conclure, je comprends bien qu'on utilise cette expression pour couper court à une discussion et remettre les vieux réacs à leur place, mais j'y vois aussi un moyen de crier son désespoir pour cette génération Z, mais surtout un moyen de reprocher à celles et ceux d'avant d'avoir mis le feu à la planète. Et viva Greta! Alors, c'est une chronique testée par mes deux fils qui m'ont dit « C'est pas mal, tu te prends un peu pour Balvomira, mais en moisi. » Alors, je ne te dirai pas « OK, boomer », je te dirai donc juste « Merci, l'ancien ». Je t'en prie. Et en moisi, oui, bah. Attendre du renfort qui va arriver parce que ça va être l'heure de la récré. Mais alors, on a du renfort qui arrive pour notre jeu hebdomadaire. Alors, Marion du Centre régional information jeunesse d'Auvergne-Rhône-Alpes qui nous rejoint et normalement Olivier qui va nous rejoindre. Alors, je vais lancer le jingle comme ça. Hop, hop, hop. Avec la magie qui ne fonctionne pas, je suis beaucoup moins balèze que Zachary qui était là il y a quelques semaines. Je n'arrive pas à faire apparaître Olivier. Si on se tient tous nos mains, on peut se donner de la force. Pour cette pause récré, en tout cas, on voulait rendre hommage aux jeux vidéo et aux premiers jeux vidéo de l'histoire. Alors là, on est entre gens forcément qui savent qu'il y a un piège sur le premier jeu vidéo de l'histoire. Hein. Je crois que pour beaucoup, c'est Pong, le premier jeu de l'histoire. Historiquement, c'est une erreur puisque tout simplement, le premier jeu de l'histoire, c'est Toxo-Morpion. C'est un morpion on ne peut plus classique avec des croix et des ronds qui étaient mises aléatoirement par un ordinateur. Donc, j'ai demandé à mes chers invités et camarades habituels de préparer une petite feuille avec un rond et une croix. Et grâce à la magie de nos super logiciels de visio, nous allons donc faire un Oxomorpion en direct avec vous aujourd'hui. Si Olivier arrive, parce qu'à un de moins, ça va être encore plus compliqué si on n'est pas neuf pour faire. Les règles vont être très simples. Je dirais 1, 2, 3 et à la façon de pierre-feuille-ciseaux et la magie arrive et à la manière d'un pierre-feuille-ciseaux au 3, vous afficherez soit un rond, soit une croix. Et donc, tant que nous n'aurons pas fait une ligne, nous continuerons. Alors, pour complexifier la chose, les gens, pour qu'ils comprennent bien la difficulté, je serai le juge absolu pour dire qui a gagné puisque les affichages sont aléatoires sur les écrans des uns et des autres, donc ça va être un joyeux bordel. Le seul contrôle, c'est l'affichage que j'ai moi et qui sera diffusé sur Facebook. Donc, vous devez avoir entièrement confiance en moi, ce qui n'est pas une bonne chose. Non. Donc, est-ce que tout le monde a ses papiers? Oui. Donc, vous êtes prêts? Alors, bonjour à Olivier, du Centre Info Jeunesse Val d'Oise qui nous rejoint. Et donc, est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Ah, ben, on a une croix et on a une belle ligne avec Cécile, Delphine et Rémi. Bravo. 1 point pour vous. Bon, allez, on en fait un petit deuxième très rapidement. 1, 2, 3, c'est parti. Bah, attends, il y en a qui trichent là. Eh ben, Cécile, Yann et Olivier, bravo. Il y a un donut. 3 points. Voilà. Bon, c'était un petit clin d'œil. Vous vouliez en refaire un?
Oui, Allez, on a le temps. on a le temps. De toute façon, on va dépasser. 1, 2, 3, c'est parti. Et pour moi, il y a une victoire. Ah, j'ai gagné, dis donc, avec Yann et Pierre, a priori. Et il y a une autre ligne entre Olivier, Yann et Cécile. Je crois que Yann et Cécile, vous avez maximisé le nombre de points. Ouais. Hein. Ouais, et moi, je crois que je l'ai minimisé parce que j'ai 0 points, je crois. Oui, je crois que tu as 0. Voilà, je te mets Aussi, ton score. Siegfried. Je passe ton score. On voit un coup entre losers. Bon, alors, Marion, Olivier, si vous voulez rester avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez rester. Olivier, c'est l'occasion de te remercier aussi parce qu'on ne le voit pas souvent, mais il nous trouve plein d'invités, notamment artistes et autres. Donc voilà, c'était de lui faire un petit clin d'œil. Marion, on va la retrouver la semaine prochaine, normalement. Peut-être Olivier aussi. Vous êtes les bienvenus si vous voulez À la rester. semaine prochaine. Bon après-midi. Merci d'être venu comme ça à l'improviste pour faire un petit coucou. Merci du déplacement. C'était un passage éclair. Et donc, Delphine, on va revenir à toi pour cette dernière partie du débat. La question, c'est est-ce qu'on joue beaucoup quand on travaille chez Gamecash? Moi, pas du tout, en fait. Tu vas faire des déçus. J'ai pas le temps. En fait, je suis pas dans l'opérationnel. Je suis pas en magasin, sauf quand c'est le moment de faire l'inventaire. Donc, je m'amuse à sortir les boîtes de figurines pop et les compter et les ranger, refaire le merch. Non, moi, je suis derrière l'ordinateur à préparer les campagnes sur les réseaux sociaux, la communication en général pour tous les magasins, les emailing, les newsletters, un peu ce que je faisais déjà auparavant. Et puis en magasin, pas tant que ça. Mais par contre, alors quand on est en magasin, on n'a pas le temps, sauf quand on teste les jeux. Parce que quand on fait de la reprise de jeux en magasin, on est obligé de les tester pour pouvoir décider si on les remet en vente ou pas, et déjà si on les reprend ou pas. Il faut s'y connaître. Il faut s'y connaître en jeu quand on est en magasin parce qu'il faut savoir conseiller les clients. Comme nous, on est dans l'occasion et dans le rétro gaming, il faut connaître aussi un peu toutes les consoles, les différentes versions, etc. Donc, on joue sans jouer, en fait. Au-delà de jouer, il faut avoir une culture, en fait. Ouais, il faut une grosse culture et dans les jeux et dans tout ce qui est autour. Il faut être au courant des sorties de films, de jeux, de séries, voilà, parce que tout ça, c'est lié finalement. Nous, c'est le côté culture geek qu'on met en avant aussi dans le magasin. Non, parce que là, oui, d'accord. Oui, et on cherche un vendeur à Poitiers notamment. Donc, ça fait loin. À Nice, non? Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent me contacter sur les réseaux. Je réponds très rapidement. Mais ouais. Alors, c'est pas un job d'été. Hein, non, c'est pas un job d'été. L'émission qu'on a fait il y a quelques semaines, c'est un. Ouais. Alors là, pour le moment, ça va être un CDD. C'est histoire de relancer la machine aussi, parce qu'avec les fermetures que nos magasins ont connues depuis mi-mars, il y a des contrats qui se sont terminés pendant le confinement, donc il faut qu'on relance aussi maintenant, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on va réouvrir progressivement tous les magasins dans le respect de toutes les consignes de sécurité. Et donc, toi, au quotidien, tu fais quoi en termes de marketing, de communication? Alors moi, je me tiens beaucoup au courant de toutes les sorties. Parce que forcément, on est obligé de proposer, de précommander en magasin tout ce qui est nouveauté, puisque ce n'est pas la base de notre stock au quotidien. Et puis, de voir aussi, alors, c'est ce qui devait être mis en place, les confinements arrivés, ça va être retardé, mais de voir comme on est dans le rétro gaming. Moi, je vais augmenter ma culture générale dans tout ça parce que je vais mettre en avant le rétro gaming avec les histoires de consoles, de jeux, à quelle date est sorti tel jeu, telle console, etc. pour pouvoir mettre ça en avant. Et je m'amuse parce que, notamment sur Pinterest, je trouve des pépites en termes de vieilles publicités et tout ça. Et je pense qu'on va bientôt partager ça avec les clients sur les différents réseaux et c'est un super truc en fait. Moi, je prends du plaisir à mettre ça en avant et je continue à apprendre tous les jours parce que
Ma première console, on va dire, c'était les Game Watch. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Game Watch. Et après, je suis passée forcément à la Game Boy grise, la Game Boy basique, la Nintendo 64, la Sega, enfin tout. Mais je suis plus maintenant dans tout ça. Donc, c'est mes enfants qui ont pris le relais. Donc, Et ça me fait du bien de retourner là-dedans et de découvrir encore plus au quotidien tout cet univers qui est juste énorme et passionnant. c'est une Ouais, ambition pour l'ambition. toi de travailler dans le jeu vidéo? C'était un rêve pour faire le C'était lien pas un justement rêve, avec ça a notre été une sondage? opportunité que j'ai saisie parce que ça m'intéressait. En fait, tout mon parcours professionnel a été fait d'opportunités saisies qui m'ont permis de continuer à apprendre au fur et à mesure. Voilà. Oui, Oui. Pierre. Justement, alors dans le métier du jeu vidéo et des magasins, avec justement l'arrivée là des plateformes en streaming jeux vidéo, là, comment est-ce que vous voyez, vous, les professionnels, vous voyez arriver ça là justement il y a Ah, mais Amazon c'est qui très va s'y bien. mettre, Google. C'est très bien et c'est pas du tout en concurrence avec nous parce qu'on est tellement on est vraiment dans le rétro gaming et le jeu d'occasion. Donc nous, on a beaucoup de tous les collectionneurs, ils passent par là. Ils sont pas dans tout ce qui est streaming et tout ça. Mais ça va permettre aussi d'envisager éventuellement des collaborations. Il y a des choses qui sont en discussion actuellement. Donc non, nous on le voit pas d'un mauvais œil. C'est bien. C'est une autre forme de jeu vidéo, mais qui n'est pas en concurrence avec celle que nous on vend en magasin. Voilà. Il faut peut-être expliquer à ceux qui sont le plus éloignés du monde du jeu vidéo que ça se trouve, ils ont des trésors dans leur grenier. Ils ont des vieilles Master Oui, System, des vieilles PlayStation première du nom ou autres qui oui. Oh ont là une là. certaine cote aujourd'hui sur le marché. Ouais, Atari. Atari. Oui. Alors, Euh, Commodore. et donc, le principe de la nos valeur. magasins, c'est justement les stocks de nos magasins sont constitués comme ça en fait. Les gens reviennent chez nous pour revendre ce qu'ils ont retrouvé dans leur grenier, dans leur chambre d'ado, etc. Et en échange de cash, game cash. Et après, nous, ça constitue les stocks des magasins et c'est comme ça que ça permet aux gens d'augmenter leur collection, de faire des petites séquences nostalgie en retrouvant des vieux jeux qu'ils avaient perdus, etc. Et ouais. Je viens de voir Alors, je vais faire un petit commentaire. point sur le sondage quand même avant. Hop, parce qu'on va voir, parce que les gens rêvent de… Pierre, juste Eh bien, Pierre, c'est assez diffus. C'est à peu près moitié-moitié. 56% qui rêvent de travailler dans l'univers du jeu et 44% des gens qui ne rêvent pas forcément d'y travailler. Alors, on a des questions qui sont arrivées. Alors, je vais les prendre au fur et à mesure. Je crois qu'il y en avait une pour Yann déjà, qui était sur comment on parle de jeux vidéo à ses parents. En bien. Je pense que c'est qu'on peut expliquer aux parents ce que l'on trouve d'intéressant dans les jeux vidéo, ce qui a été fait. Alors, ça dépend vraiment du type de jeu vidéo, hein. Il y a des, comme on disait tout à l'heure, il y a des jeux vidéo dans lesquels l'aspect stratégique ou tactique est très important. Il y en a d'autres, c'est l'évasion. Il y a des types de jeux vidéo, des joueurs qui aiment bien plutôt les rapports sociaux. Donc, je crois que le mieux, c'est d'en parler comme on parle d'une activité sportive ou culturelle, hein, pour en faire un sujet de conversation banal et tranquille. Alors, il y avait une question aussi pour Delphine, qui était de oui. savoir quel était ton jeu favori, mais ça peut être on peut la poser à Yann aussi, celle-ci. Mon jeu favori, j'ai un petit faible pour Sonic sur Sega. Ouais, ça a été. J'ai passé tellement d'heures dessus, mais en fait, j'en ai plein, j'en ai quand même pas mal. Je trouve. Mais c'est Sonic. J'aime bien le cling, 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 cling. En fait, voilà, quand il récupère les pièces, c'est une espèce de petite Madeleine de Proust, ce jeu-là. Et Yann, un FPS. Alors, je me concentre, je pense que c'est un FPS. Alors, moi, FPS, je suis complètement nul avec un FPS. Ah mince. Mon nom dans les FPS, c'est Serial Victim.
parce que je suis là pour être fragué par les autres. Clairement, j'y arrive pas. Hein. Moi, c'est Bambi. Bambi, c'est bien aussi Bambi. Ça cadre. Non, moi, j'ai passé beaucoup de temps, et je passe beaucoup de temps dans World of Warcraft. Je pense que c'est le jeu dont je rêvais. Les MMO, ce sont les jeux dont je rêvais. Quand ils sont arrivés, franchement, c'est là où je me suis le plus amusé. Pierre, une petite question pour nos invités. Une question ou oui, enfin, demi-question, demi-réflexion. Le problème de la question du dématérialisé. Là, par exemple, sur World of Warcraft, pendant très longtemps, on est bien d'accord, un jeu, c'est un logiciel. Enfin, vous me dites si je me trompe. C'est un logiciel. Quand on craftait des armes à l'intérieur, comme on le fait pour Photoshop, normalement, une fois que vous avez fini la production, elle vous appartient. Jusqu'ici, tout va bien. Dans World of Warcraft, il était interdit à l'époque pour nous de pouvoir vendre une arme sur eBay. En fait, ça se faisait quand même. Mais Blizzard a posé le veto. Ces histoires de dématérialiser là, dans le jeu vidéo, on ne se fait pas un peu arnaquer? Ah, ça pesait la question qui fâche. Je ne sais pas si Yann était en train de répondre. Il a coupé son micro. Non, il a coupé son micro, Yann, je crois. Non, je ne pense pas qu'on se fasse arnaquer. Sont les conditions d'utilisation des éditeurs de jeux vidéo, de leur point de vue. Et quand on commence à jouer avec un MMO, tout ce qui se passe à l'intérieur du jeu appartient à l'éditeur. Ça vaut pour les armes que vous ne pouvez pas échanger, mais si vous faites un petit film et que vous le diffusez ensuite sur YouTube ou sur une autre plateforme, les droits en fait appartiennent à l'éditeur de jeux vidéo. Donc dans les années 2000, ça a été beaucoup discuté. Maintenant, le sujet est un peu moins brûlant, mais le cadre légal n'a absolument pas changé. Ce qui est fait à l'intérieur d'un jeu reste la propriété de l'éditeur de jeu. Alors moi, je vais rattacher au thème sur le métier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se créer son propre métier de fabricant d'armure dans World of Warcraft, globalement. Dans World of Warcraft, non, mais si vous voulez fabriquer des choses, il y a des espaces qui vous permettent de les fabriquer et de les échanger. Dans Second Life, par exemple, qui n'est pas véritablement un jeu, mais qui n'est pas nécessairement quelque chose de sérieux non plus, vous pouvez crafter des objets, construire des objets et puis les vendre. On a eu une personne qui, au temps héroïque de Second Life, est devenue millionnaire en vendant des chemises. Oui, sur Second Life, j'ai eu en formation réseau une personne, peut-être qu'elle est en train d'écouter parce qu'elle est très présente sur Twitter, donc elle a forcément vu qu'on était là cet après-midi, qui est devenue dans Second Life architecte, paysagiste et qui construit des maisons pour les autres joueurs. Et elle a réussi à s'acheter un ordinateur hyper puissant et tout avec ce qu'elle a récolté comme ça. Et ça marche encore très bien, Second Life. Alors, je ne veux pas dévoiler la chronique de Rémi, mais je pense qu'on va parler de construction, tout ça. Les jeux vidéo, c'est vraiment des espaces qui sont particuliers parce que, par exemple, on parlait tout à l'heure d'Animal Crossing et puis des navets, mais quand vous allez dans World of Warcraft, en ce moment, dans World of Warcraft classique, vous avez des annonces qui passent régulièrement sur le canal de discussion générale où les gens disent je peux vous aider à faire telle instance, mais ça vous coûtera 2 PO, ça 2 pièces d'or, ou 8 ou 10 par run. À chaque fois que je finirai l'instance, eh bien, vous me devrez 2 PO. Donc, on a des espaces où on joue, mais en même temps, on fait des affaires. Il y a les mécaniques économiques que l'on trouve dans le jeu, dans l'espace réel, se retrouvent aussi à l'intérieur du jeu vidéo. Super. Alors, le temps passe très vite si on veut tenir en 1 heure, ce qui ne sera pas le cas. C'est trop tard. Il va falloir qu'on avance. Alors, Yann, Delphine, merci beaucoup. Vous restez avec nous jusqu'à la fin. Rémi va parler jeux vidéo, de toute façon, et on pourra reprendre quelques questions encore si elles arrivent. Sinon, on va passer à la chronique hebdomadaire du Promeneur du Net, juste après le jingle qui est toujours aussi fort. Et donc, la chronique cette semaine, c'est avec Rémi. Tu travailles au bureau information jeunesse d'Étampes. Voilà, et je suis également animateur multimédia parce que au sein du BIJ d'Étampes, donc il y a un espace public numérique
Et du coup, je suis beaucoup en contact avec les jeunes parce que j'interviens au niveau des lycées et des collèges pour faire des interventions et de la prévention sur les risques des écrans. Donc, c'est assez large, hein, ça va du cyberharcèlement aux algorithmes des réseaux sociaux. Et les jeunes, enfin, en venant vers moi, en essayant de s'intéresser à quel genre d'atelier ils voulaient faire, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une forte demande dans le développement comme dans le gaming pour l'e-sport. Du coup, comme j'ai pas mal de connaissances sur le développement sur lesquelles je me suis forgé en autodidacte, j'ai proposé des ateliers pour pouvoir développer des jeux. Du coup, il y a une plateforme qui s'est créée qui s'appelle Roblox. Donc, ça peut paraître très simple d'accès, voire très enfantin à la base, mais il y a deux aspects à cette application. C'est une player donc pour jouer et une studio pour créer des jeux. Ce qui est assez frappant, c'est que en fait, c'est une plateforme qui est très basique et très accessible et qui ressemble beaucoup à des moteurs de création de jeux type Unity ou Unreal, donc des choses qui sont bien plus poussées et qui sont utilisées par les développeurs de jeux vidéo. Du coup, là, ça fait 2 ans que je fais ces ateliers-là et, et les ateliers, ils sont pleins, genre un trimestre à l'avance. J'ai même des listes d'attente. Et moi, le confinement, au travers de mon travail, je l'ai pas mal vécu puisqu'en fait, j'ai transféré donc ces animations-là en ligne via la plateforme Discord et je me suis rendu compte que en tant que promeneur du net, alors en tant que promeneur du net, au départ, je faisais énormément de veille et, et puis bah, j'étais là pour faire de la présentielle et pour me renseigner sur ce que je pouvais trouver. Et en proposant ces contenus aux jeunes en ligne, je me suis rendu compte que mes comptes, ils ont triplé de demandes d'amis ou que sur les serveurs que j'ai créés, là, je suis à plus de 30 demandes d'amis en espace de 15 jours. Et, et donc, en gros, ça a plus que triplé, quoi. Du coup, je m'en suis rendu compte que en tant que promeneur du net, aussi en tant que personne qui travaille dans l'éducation avec les jeunes, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas seulement proposer des choses institutionnelles aux jeunes, il fallait que j'aille sur leur propre terrain. Et ce terrain-là, bah, ouais, clairement, c'était les jeux vidéo. Et du coup, et c'est très demandé. Du coup, en termes de, enfin, si je dois faire un bilan, grâce ou enfin, notamment aux actions là que j'ai menées pendant le confinement, je me rends compte qu'effectivement, j'atteins beaucoup plus mon cœur de cible. Et ce qui est fou, c'est que je touche des jeunes que j'avais du mal à toucher, donc les 18-25 par exemple, qui étaient assez éloignés, plus vers l'emploi, etc., et qui reviennent vers moi. Donc moi, sur mon serveur Discord, j'ai des jeunes de 9 à 26 ans. Alors, Oui. sur ces ateliers-là, nous, on voulait aussi que tu nous donnes éventuellement des bons plans jeux. Mais pas forcément des bons plans qui jeux. sortent du lot, pas forcément ceux qu'on va retrouver dans les magasins, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas non plus totalement parlé ou qu'on a juste évoqué. On a tout un tas de jeux indépendants ou autres aussi qui peuvent exister, qui ne sont pas forcément les grosses productions habituelles. Eh ben, alors moi, justement, pour justement essayer de rendre les jeunes plus acteurs dans le secteur du jeu vidéo et pas simplement consommateurs de jeux, justement, je conseillerais Roblox, qui est gratuit. Il y a une version de Minecraft qui est sortie, qui s'appelle Minetest, qui est très puissant et il y a quand même une communauté autour et qui évite d'être payant. Alors moi, je sais en tant qu'animateur multimédia, je propose des choses qui sont de l'ordre de la gratuité parce que je m'adresse à des publics qui sont beaucoup dans la fracture numérique et qui n'ont pas forcément des grosses bécanes à faire tourner. Et c'est ça qui est intéressant, par exemple, avec Roblox, c'est qu'on peut jouer et on peut créer des jeux simplement en ayant une toute petite carte graphique, en ayant peu de place, en ayant vraiment un PC basique. Et ça, c'est très intéressant. C'est la suite de Minecraft, en fait, mais un petit peu plus élaboré. Après, si on a des PC beaucoup plus puissants, il y a énormément de plateformes qui proposent des jeux gratuits. Si vous voulez, par exemple, juste trouver des jeux qui sont gratuits et indépendants, vous tapez juste jeux open source sur Google. Et alors là, vous aurez une liste, mais indéniable. Tout à l'heure, vous parliez des mods, par exemple, sur certains jeux. Il y a des jeux, quand on va voir sur les plateformes de modeurs,
il y a des jeux qui ont plus de 30 000 modes. Bah, c'est juste incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on peut totalement changer l'intégralité du jeu. Par exemple, vous jouez à un Call of Duty, mais c'est le monde de Star Wars qui vous plaît, il n'y a pas de problème. Vous prenez le mode moderne Star Wars Warfare et c'est bon, vous avez un Star Wars. Et ça, c'est totalement gratuit et accessible par la communauté. Après, c'est vrai que c'est un petit peu fermé sur eux-mêmes, mais voilà. Après, tout dépend des jeux auxquels vous voulez jouer et ce que vous voulez transmettre à votre public, à vos enfants. On parle beaucoup d'Assassin's Creed, par exemple, pour la reconstitution historique de Paris. On parlait de Unity tout à l'heure. Ouais, je suis d'accord pour la reconstitution historique, pour tout ce qui est, pour voir comment on a vécu à l'époque. Mais par contre, c'est jamais, ça n'a pas été prouvé et avéré que c'est une communauté d'assassins ou une communauté de Templiers qui a renversé le pouvoir à ce moment-là. Donc, faut faire quand même vachement attention. Si vous voulez, dans ce genre-là, vous avez Kingdom Hearts Deliverance, qui est un jeu en fait vraiment médiéval. Donc ça, là, pour le coup, c'est une simulation médiévale. Le jeu, il était gratuit sur la station Epic Games il n'y a pas longtemps. Donc Epic Games, toutes les semaines, il y a un jeu qui est gratuit. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympa. Après, en termes de jeux, il y en a énormément en termes de gratuit. Après, tout dépend de l'âge. La problématique des jeux, souvent, c'est que comme la plus grosse proportion de joueurs en France, eh ben, ils sont majeurs. La plupart des distributeurs donnent des jeux en fait qui ont des PEGI qui dépassent les 18 ans. Et ça, c'est compliqué. Et souvent, les jeux qui sont des PEGI de moins de 18 ans, ce sont des jeux qui sont payants. Donc ça, ça peut être une problématique, quoi. En PEGI qui peut être assimilé parfois à un élément de marketing aussi. Oui. Moi, souvent, je joue à des jeux et souvent à des PEGI, je pourrais leur donner 2 ans de plus. Alors, pas tous, hein. Moi, je vois sur Nintendo, par exemple, je trouve que c'est pas mal. Nintendo, c'est vraiment pour les enfants, pour les mineurs, ça, je trouve ça pas mal. Par contre, à l'inverse, PlayStation, il y a des jeux qui sont des PEGI 13. Ouais, moi, j'aurais mis PEGI 16, mais après, c'est peut-être une question de point de vue. Voilà. Après, en termes de jeux, il y en a vraiment, mais pour tous les goûts. Après, moi, ce que je peux plus vous donner, c'est d'aller sur des plateformes directement comme Epic Games ou comme Steam et de cliquer sur la case indépendant dans votre recherche. Et alors là, vous aurez une tonne de jeux, mais merveilleux. Par exemple, il y a un jeu, le dernier jeu où je me suis vraiment amusé, où j'ai rigolé, vraiment bien rigolé, mais à plein poumon, hein, c'est Human Fall Flat. C'est un jeu où en fait la seule possibilité de joueur, c'est de pouvoir agripper des choses et de se tenir par la main avec ses copains. Et en fait, il faut traverser des mondes, faut essayer de traverser des mondes. C'est un jeu de plateforme. Alors dit comme ça, c'est peut-être pas forcément très vendeur. Pas les visuels, hein. C'est l'inconvénient du non, direct. je suis désolé, mais après, je pourrais transmettre sur la page de l'événement Facebook tous ces petites pépites qui existent et qui sont généralement peu chers ou gratuits. Et ça, c'est un jeu de coopération. Et concrètement, quand on y joue avec des enfants, c'est super. Un autre jeu qui est gratuit et qui est vachement bien, style MMO, et pour des enfants, donc pour des mineurs, c'est sur la plateforme de Steam, il y a un jeu qui s'appelle Trove, Trove. Ce jeu-là, c'est pareil, c'est un jeu de coopération. Alors moi, je suis très jeu de coopération pour plein de choses. C'est que je trouve que les jeux compétitifs, alors ça m'est arrivé de développer des jeux compétitifs, enfin plus sur du FPS ou des choses comme ça, donc on se combat les uns les autres. Mais je trouve qu'en termes de jeux, les jeux de coopération, style MMO, c'est vraiment cela qui permet le plus de sociabilité. On a besoin de l'autre. Du coup, sur les réseaux où on peut se parler, les échanges sont beaucoup moins rugueux et beaucoup plus constructifs. On a besoin de voilà. Et c'est en ça où effectivement pour les jeux pour adultes, moi j'irais plus sur des jeux de zombies parce que le zombie justement c'est l'ennemi commun de tous. Le zombie c'est la vie, non? Voilà. Et c'est l'ennemi commun de tous. Et du coup, là, on se retrouve face à des hordes de zombies. Voilà. Et si on ne coopère pas, eh bien, on est mort. On ne peut pas avancer dans le jeu. Voilà. Il y a un stop Covid, un stop zombie, un truc comme ça, quelque part Ah non, préparation, non
Non, ils n'en parlent pas plus que ça. Mais Alors, le temps passe super vite. Rémi, merci. On a bien compris, en tout cas, que dans l'univers du jeu vidéo, il y avait un peu de tout. C'était aussi l'objet de l'émission, d'expliquer qu'il y avait des joueurs professionnels, qu'il y avait des gens qui travaillaient de manière détournée sans jouer aux jeux vidéo pour l'univers du jeu vidéo, qu'on avait des jeux indépendants, des jeux gratuits, et qu'en fait, c'était tout un univers. Il faut quand même rappeler aujourd'hui, on aurait peut-être dû le dire un peu plus, que c'est la première industrie culturelle dans le monde, devant le cinéma, devant qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jeu vidéo, c'est un état de fait. Aujourd'hui, on aurait pu passer, je crois, des heures, notamment sur une question épineuse sur laquelle on a répondu en 10 secondes. Mais le temps passe très vite et on a notre invité pour l'heure du show qui nous a rejoint. Je lui laisse la parole après le petit jingle. Et donc, notre invité pour l'heure du show aujourd'hui, c'est Sidou. Bonjour Sidou. Hello, vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Et vous êtes au top? Ouais, bah alors Sidou, juste pour expliquer, tu es au travail en fait un petit peu. Exactement. Tu es livreur, mais tu fais aussi de l'humour depuis quelques années et tu as pris le temps de t'arrêter pour être avec nous aussi cet après-midi. Alors, tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Avant tout, déjà, merci à vous de m'avoir invité. Déjà, pour commencer, ça fait super plaisir. Et voilà, je me présente comme il l'a dit. Je m'appelle Sidou, j'ai 27 ans. Je suis chauffeur-livreur et aussi à mes heures perdues, comédien, humoriste et même avec mes clients. Voilà. Et en ce moment, ils aiment bien rigoler, tes clients ou pas? Ah, avec moi, ça rigole toujours, mais là, en ce moment, ça rigole moins, mais ça revient petit à petit le sourire. D'accord. Et quand ils ressemblent leur colis, ils sont contents. Et toi, du coup, tu t'es mis au stand-up à quel moment? Ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Ça fait combien de temps? Je me suis mis dedans en 2015 par là. Et après, on va dire, je me suis vraiment mis sérieusement l'année dernière. Alors, sérieusement, c'est-à-dire, tu fais des scènes, tu as des scènes ouvertes? Ouais, sérieusement, j'ai commencé à aller faire des scènes ouvertes. J'ai commencé à fréquenter j'ai fréquenté une école l'année dernière. J'ai vraiment commencé à écrire parce qu'avant, j'allais vraiment à l'impro comme ça, quoi. Je m'amusais, en fait. Tu venais du théâtre d'impro peut-être avant ou non? C'était de la Sidou impro. D'accord, c'était de la Sidou impro. Tu t'allumais Insta ou t'allumais Facebook et tu te faisais un petit live comme ça Ouais, des petites vidéos comme ça, ou des fois j'allais sur scène, je faisais des petits trucs quoi, comme on pouvait. Quoi. Après, j'ai vu qu'en écrivant, en bossant, c'était mieux. Quoi. Et là, donc, du coup, je crois que tu as bossé pour aujourd'hui. Ouais, on va dire ça. Ouais. Je sais pas. Moi, on m'avait dit que tu avais un petit peu bossé. Ouais, j'ai un petit truc pour vous, mais j'ai déjà bossé mon vrai taf, la livraison. Maintenant, je vais faire. D'accord, maintenant, c'est le plaisir maintenant. C'est le moment fun maintenant. Ouais. Est-ce qu'on pourra te retrouver? Il y a des endroits où on va pouvoir te retrouver après le confinement ou sur les scènes ouvertes? Il y a des endroits où tu te produis régulièrement? Je fais les scènes ouvertes. J'ai aussi une scène ouverte que j'ai ouverte avec. Parce que je suis chroniqueur en fait dans une web radio qui s'appelle Standing Media. Et, voilà. Et on a ouvert une scène ouverte dans une cave, hein, dans le 93, mais qui fonctionne très bien. Et du coup, je présente là-bas tous les premiers dimanches du mois. J'invite des humoristes qui viennent jouer. Moi, je présente et je joue aussi en même temps. Quoi. Donc, alors, tu peux donner le nom Comment? C'est Standing Media, c'est la web radio. La scène ouverte, elle est dans le 93. Elle est à quel endroit Elle est sur Drancy et on l'a surnommée la piraterie du rire. D'accord. Donc, c'est le premier dimanche chaque mois. Voilà, tous les premiers dimanches du mois, on fait ça. Et l'entrée, elle est totalement gratuite. C'est sur Drancy aussi. Et totalement gratuite. Et faut venir, quoi. Dimanche, c'est top. Des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient se lancer, parce que là, on a des super chroniqueurs, je les imagine bien sur une scène ouverte. Ils contactent Standing Media. Je pense à un boomer notamment là. Après, au niveau des humoristes, c'est moi, tout ce qui est humoriste, c'est moi qui gère. Du coup, si tu as un comédien qui veut se lancer, tu peux me l'envoyer. Moi, tu m'envoies un message en privé. Nous, c'est welcome. Franchement, on est en train de lui faire un book avec 2-3 chroniques, la personne à laquelle je pense. Comment? On lui fait un book vidéo avec 2-3 chroniques et on t'enverra ça éventuellement. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, au plaisir. Nous, franchement, on a ouvert vraiment pour que les gens viennent se tester quoi, et qu'ils viennent, voilà, quoi, c'est open.
Du coup, Sidou, tu nous as quand même préparé un petit truc, donc on va t'écouter. Juste avant l'instant promo, on te retrouve sur Insta. Je crois que c'est Sidou Stand Up. C'est ça, Sidou Stand Up. Sur Facebook, sur Twitter aussi. Ouais, moi, c'est que du Sidou Stand Up comme ça, là. C'est facile à retrouver. Il n'y a pas de tirer du bas, du haut. Et comme dit, je t'ai pas vu, j'ai vu un autre Sidou, je sais pas quoi. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, on t'écoute. Bah, écoutez, tant qu'à faire, vu que là, je sors du travail, je vais un peu parler de ce que je fais, de la livraison. Parce que je suppose qu'il y en a beaucoup qui commandent des colis ici quand même. Ah, en ce moment. Non. Comment? Non, je me l'interdis. Tu t'interdis pour le moment, parce que tu n'as pas un livreur comme moi, c'est pour ça. Et je me dis voilà, la même chose. Voilà, je suis Sidou, moi, voilà, je suis un livreur de qualité supérieure. Là, je me suis autoproclamé livreur de qualité supérieure, totalement. Et voilà, je vais parler d'une certaine cliente que j'ai eue il y a pas très longtemps, que j'ai livré et tout. Et j'ai livré une voyante, en fait. J'ai livré une voyante et tout. Et ce qui m'a choqué, c'est que voilà, elle m'a posé la même question que chaque client me pose à chaque fois. La question la plus bête. Je lui ai dit que j'avais un colis pour elle. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a dans le colis. Je lui ai dit ça, vous maîtrisez votre métier, vous, super. Et après, elle m'a dit, comme tu es sympa, elle m'a dit, je vais te donner une prédiction gratuite. Elle m'a dit, ouais, écoute, tu as une copine et tout. Et ben ta copine, bientôt, elle sera enceinte. Et je lui ai dit, c'est n'importe quoi, tu vois. Et bingo, quelques mois plus tard, ma copine était enceinte. Mais pas de moi. Pas de moi. Du coup, j'ai été la voir encore une fois et tout. Je l'ai livré comme je la livre très souvent. Et je lui ai dit, donnez-moi une prédiction qui aura un truc qui peut m'arriver, mais de bien, parce que par exemple à mon humour, comme je rêve d'être comédien ou un truc comme ça. Et elle m'a dit que, allez, dans 5 mois, tu seras à l'Olympia, Sidou. Et 5 mois sont passés. Et comme par magie, je me suis vraiment retrouvé à l'Olympia. Hein, mais je faisais la queue pour un spectacle, en fait. Ça n'avait rien à voir avec ma carrière. Rien à voir du tout. Et la livraison, en fait, c'est un métier assez difficile. Il y en a qui pensent que c'est facile, mais c'est assez difficile. Mais je découvre des vérités à force. Comme là, tout à l'heure, je livrais et tout. Et j'ai oublié de mettre ma ceinture, en fait. J'ai pas mis ma ceinture et tout. Et j'ai roulé. Le truc n'a pas sonné, quoi. Il n'a pas senti mon corps tellement je suis maigre, quoi. Je me suis dit, je me découvre même des choses sur moi et c'est compliqué. Et dans la livraison, en fait, le plus chaud, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai commencé la livraison, j'ai commencé dans une boîte qui s'appelle DPD. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Si. Il y a une boîte qui s'appelle DPD, voilà. Il y a des gros camions qui passent. Il y a écrit DPD en gros. J'ai commencé dans un dépôt. Il n'y avait que des mecs là-bas en plus. De une. Et de deux, on livrait en binôme. Voilà, on livrait en binôme. Moi, je m'appelle Sidou, et mon collègue à moi, il s'appelait Sekou. Déjà, nos blazes à nous deux, ça collait un peu trop beaucoup. Sidou et Sekou à deux dans un camion, il y a écrit en gros DPD. Assez suspect, tu vois. Et très souvent, je livrais tout ce qui est hôpitaux ou école maternelle ou n'importe, mais tu sais, dans les hôpitaux, il y a souvent le type à la barrière de sécurité et qui nous demandait monsieur, vous êtes de quelle société? Et là, tu as mon collègue qui sort qui dit monsieur, on est DPD, ouais, et toi. Tu vois, c'est un peu mal vu le truc, tu vois. Je me suis dit, après, je me suis barré de là-bas, aujourd'hui, je suis à la poste, mais je crois que c'est même à cause d'eux qu'au jour d'aujourd'hui, je suis célibataire et tout. Je ne sais pas s'il y a des célibataires ici ou pas, mais je pense qu'il y a des mecs qui vont être d'accord avec moi. Je pense que pour gérer une meuf au jour d'aujourd'hui, il faut un budget. Enfin, quand je dis au jour d'aujourd'hui, c'est avant le confinement, quoi, parce que pendant le confinement, c'est devenu un gros bien en fait de draguer une fille. Mais avant le confinement, pour draguer une fille, il fallait un budget, parce que tu peux pas gérer une fille sans budget. Il faut la sortir, l'inviter au restaurant, au cinéma. Il faut que toi-même tu ailles chez le coiffeur parce que les contours c'est pas éternel non plus. Voilà. Et des fois, tu fais tout cet investissement pour qu'au final, tu te manges des phrases oui, je t'aime bien, toi et moi, franchement, tu es très gentil et tout, mais je préfère qu'on reste amis. La friend zone, ça fait mal. Moi, une fois, on m'a dit ça, on m'a dit, je préférais qu'on reste amis. J'ai regardé longtemps. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. On peut rester amis. Maintenant, il faut rembourser ton ami. Voilà. Si je veux vous laisser sur ça, en tout cas, c'était tout pour moi. C'était la minute Sidou. Merci. Bravo. Merci à toi. Merci d'avoir clôturé ce 5e. Attends, je peux faire une blague, moi? Ah ben vas-y. Est-ce qu'en Bretagne, tu as la version fille de Micelle? Non, d'accord. Okay, avant de nous quitter, du coup, je mets le petit jingle quand même de blague. Je pense qu'on va finir là-dessus. Sidou, merci à toi. Donc, c'est moi qui vous remercie. Stand-up, si on veut te retrouver, c'est facile, on a bien compris. Delphine, merci. Merci à Yann qui nous a quittés aussi, Yann Leroux, d'avoir pris du temps, qui nous a dit que si vous aviez des questions, il y a son Twitter, c'est @Yann Leroux, donc n'hésitez pas. Pierre, merci d'avoir co-animé avec moi et d'avoir fait ma caution jeux vidéo. Rémi, merci.
Merci Cécile. Merci Siegfried. On se retrouve la semaine prochaine, 14h, même endroit, et on parlera la semaine prochaine de l'engagement à quelques heures avant la fin officielle du confinement. Voilà, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ciao. Merci. Merci.